Je serai Catherine, je vais être votre animatrice aujourd'hui, en tout cas animatrice technique. Et avant de démarrer notre programme, quelques aspects dans ce cas. Alors, je voulais présenter l'intervenant suivant, ou plutôt non, ce sera Souhel qui va le faire. Oui, bonjour, bonjour, je m'occupe de cette initiative de développement des capacités en matière d'APA. J'ai maintenant l'honneur de donner la parole à Léa Wanamwa, spécialiste principale des politiques, direction de l'environnement durable et de l'économie bleue de la Commission de l'Union africaine. La Commission de l'Union africaine est également co-hôte de, de ce dialogue dont nous allons faire un résumé et une présentation. Right. I could Léa, vous proceed avez with la my parole. keynote work. Good afternoon, Très colleagues. bien, bonjour à tous. So my name is Leah. As Je introduced, suis Léa, on m'a happy to déjà welcome you all to today's présenté. Je suis très heureuse de vous webinar. souhaiter à tous la We bienvenue à will ce be discussing webinaire on the outcomes of the first qui African va se pencher sur le premier dialogue Dialogue sciences and politiques en Afrique. a key issue on this is actually on the Donc, fact that this is a way of une question originating clé, c'est or is it vice versa? c'est As we know, to get the l'interface following sciences African Participation politiques. Commission Alors, pour obtenir de bonnes discuss politiques, with us. c'est le point de vue de la Commission de l'Union It's africaine, eh bien, always good to il have a faut foundation on bien sûr science. avoir de bonnes bases Based on the euh, outcomes of this last scientifiques. session or the first Sur la base session des that has been held, conclusions de la dernière réunion, donc, qui a we eu thought due lieu to à the Nairobi, budget on n'a pas session pu y which was participer en recently personne attended, en raison des problèmes budgétaires but we did get the feedback que nous that avions au there niveau was de a l'Union gap africaine in à the ce mission moment-là. registry and Cela feedback étant, about the last one and that a more a nous series of espérons more que cette première réunion sera upcoming sessions suivie, bien we are sûr, committed d'autres to réunions et aussi que ce webinaire sera le premier d'une longue série, for the countries. So car c'est une firstly, excellente chose, je pense, pour les différents pays. Alors, se pose la question de la coordination. Il y a différents niveaux de coordination, au niveau continental, au niveau régional ou au niveau national, bien sûr. Et lorsqu'on parle de coordination, eh bien, il faut aussi parler de financement pour que les participants puissent se rendre aux réunions ou même pour que l'on puisse assister à des programmes de formation, bien entendu. Bien entendu, j'espère que avec ce type de webinaire, nous pourrons également bénéficier d'une liste d'experts auxquels les pays pourront faire appel pour obtenir leur appui ou leurs orientations. Et bon, j'espère qu'à la suite du dialogue qui a eu lieu à Nairobi, on a déjà pu mettre en place un réseau d'experts, sachant que certains pays sont encore relativement en retard par rapport à d'autres. Tous les pays ne sont pas au même niveau de développement. Bien entendu, il faut aussi sensibiliser à l'appui politique. Et c'est vrai que l'équipe de renforcement des capacités en matière d'APA au cours des dernières années essaye de sensibiliser les politiques et d'améliorer les niveaux dans les différents pays. Ensuite, bien sûr, il faudra convoquer des réunions ministérielles pour sensibiliser davantage. Le renforcement des capacités, c'est un aspect essentiel, comme vous le savez, mais la formation continue également est un sujet important. Parce qu'il faut des changements politiques, bien entendu, afin d'arriver à réaliser nos objectifs. Il faut que nous travaillions de concert. Et comme je l'ai dit, je me félicite du travail qui est déjà réalisé. J'espère que nous ferons encore mieux à l'avenir. Voilà, sur ces quelques observations, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Léa. Alors, je vais vous présenter peut-être l'ordre du jour maintenant. Voilà, je pense que les diapositives sont visibles à présent. Dites-moi si vous voyez.
Heu, si c'est possible, voici le programme, donc notre ordre du jour pour 2 heures environ. Bon, 2 fois 1 heure finalement. Tout d'abord, nous aurons 4 présentations, 4 interventions. Il s'agit ici d'un webinaire qui concerne une réflexion sur le premier dialogue sciences politiques qui a eu lieu à Nairobi. Donc nous allons déjà parler de la raison d'être de ce dialogue, des objectifs, des conclusions également. Il y aura aussi des interventions un peu plus techniques avec Meyer, heu et d'autres qui vont parler de la création de l'utilisation des informations sur une séquence numérique, recherche et le développement. Ensuite, Pierre va nous parler, du DSI, du point de vue scientifique et politique et Andreas, heu, proposera un résumé des recommandations issues de ce dialogue, que l'on sache mieux, ce qui, s'est dit, à Nairobi. Et puis nous aurons une table ronde et une séance de questions-réponses. Alors, tout d'abord 4 intervenants qui étaient présents à Nairobi: Sikada Silva, Mariem Bouadida, Patso Kalemba et Osama Abdel Kawi seront présentés, ultérieurement bien sûr, avant la table ronde. Et puis ensuite, Pierre sera l'animateur de la table ronde, hein, questions et réponses également. Donc une séance de discussion entre les participants et les membres du panel. Ce sera la deuxième partie, de cette table ronde. Voilà, à la suite de cette présentation du programme, je vais m'en arrêter là et je vais donner la parole tout d'abord, à Hartmut Meyer. Il va parler tout d'abord de la raison d'être du dialogue. So once again, hello. Non, pardon, ce sera Souheil Al-Janabi qui va s'en charger. As you rightly said, it was the first Tout à fait, comme vous l'avez dit à juste titre, c'était le premier dialogue sciences politiques en Afrique. On l'avait prévu de longue date déjà. Also, COVID here had its impact, so Et that it wasn't able to be conducted then earlier in pas pu le 2022 as we have organiser avant. planned. Logiquement, ça aurait dû être en 2022. C'était It le plan, en fait, emerged basically convoquer ce from dialogue en 2022, mais ça n'a pas pu se faire. the request on the one hand of En fait, African c'est en scientists raison to d'une understand demande what des chercheurs the africains, international d'une part, qui m'avaient fait la negotiations on demande DSI are about, dans le cadre what des négociations possible impacts it could sur have les on APA. their work. On voulait savoir quel serait l'impact potentiel de cela sur And also leur travail, dependent on access to et sachant que les chercheurs africains subsequence étaient information. fortement So on the dépendants de one hand, l'accès aux données sur curiosity and the need for information on the l'information ongoing negotiations from the scientific sur les side. séquences Even numériques. more, on the other Il leur hand, fallait cette the foreign information African scientifique, negotiators mais en plus de cela, au niveau des shares négociateurs no africains et des African décideurs realities where africains, eh bien, science are. et il fallait que l'on soit au courant également de la So réalité which scientifique techniques en are being Afrique. Il used, fallait how savoir they're quelles being étaient les used, bases de données utilisées, comment ces bases de données étaient procedures utilisées, and quelles étaient les so on. procédures In this d'utilisation regard, notamment. Et we then dans ce cadre, justement, together with the African Union Commission, as we heard, en and collaboration avec la Commission de l'Union africaine, comme on vous l'a dit, the et International avec Livestock l'ILRI également, Institute in l'Institut Nairobi, international de we recherche sur were l'élevage, qui est basé à able Nairobi, to get together with nous avons été en several mesure participants de réunir une from quarantaine de different African participants countries, de différents pays africains, more or less half negotiators and 50% de négociateurs scientists environ, from et very 50% de chercheurs disciplines, également, so livestock, dans différentes taxonomy, disciplines, but élevage, also taxonomie, mais ecology, également medical pharmacologie disciplines et to d'autres discuss disciplines this issue. And encore let pour me briefly walk you through the parler de agenda tout so cela. that you get a background Alors, je vais on what peut-être vous has présenter le programme et happened. comme ça vous aurez So peut-être une meilleure idée de screen ce white qui s'est colors, so you passé can see that à Nairobi, there hein. is indeed C'est also avec des couleurs en plus. a Vous pouvez voir human que element within il y avait tout de même un aspect très pratique dans ce dialogue. in Nairobi itself.
qui était en fait un atelier de Nairobi. Tout d'abord, on a parlé de l'évolution dans le monde. Bon, il y a eu, quand on fait le dialogue, ensuite production, présentation technique, vidéo, comment l'explication de la DSI. On a parlé des processus politiques, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'il est nécessaire de communiquer aux hommes politiques, notamment en Afrique, notamment en matière de DSI. Et on a parlé des banques de données, la manière dont on stocke les données, les applications en matière de séquençage. On a parlé de biobanques également. On a parlé du premier dialogue également entre les scientifiques et les négociateurs. Alors, ce qui n'est pas encore très clair, bon, bien sûr, on a eu une réception très intéressante à l'issue de la première journée, puis ensuite nous sommes passés à la deuxième journée. Et là, nous sommes entrés dans le vif du sujet, en quelque sorte. Nous avons présenté ce qui était en jeu lors de la COP 15, quels étaient les critères en matière de ces mécanismes d'accès, de partage des avantages. Alors, on a demandé aux scientifiques également ce qu'ils considéraient comme d'être de bonnes pratiques, mais également des pratiques mortelles en quelque sorte. Et ensuite, il y a eu des débats très pratiques sur les réalités dans le domaine scientifique, car on travaille sur différentes bases de données avec différentes conditions et politiques d'accès et d'utilisation. Alors, comment est-ce que cela pourrait évoluer à l'avenir? L'utilisation, donc, et l'accès à ces bases de données. Alors, puisqu'on parle de règles ici, j'ai entendu. Ensuite, il y a une discussion très animée également sur une mise en œuvre solidaire des différents instruments APA, car, comme vous le savez, le traité international pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, que ce soit le BBNG d'ailleurs, autres ont établi des instruments concernant l'utilisation, du partage des avantages. Et donc on a présenté les options disponibles à ce moment-là. On a sur de la CDB notamment. Et il y avait également un autre élément important, en plus d'assurer le suivi du partage des avantages, c'est le partage des avantages non monétaires dans le cadre d'une approche multilatérale. Maintenant, pour la troisième journée, on s'est penché sur les différents points de vue, notamment scientifiques et politiques. Et il y avait parfois des divergences de points de vue, c'est vrai, mais aussi des concordances. Et ensuite, on a parlé des données en matière de DSI, d'information, DSI également. Bon, c'est quelque chose qui a été introduit de manière ad hoc dans le programme à la demande de quelques négociateurs, car ils voulaient bénéficier d'une information plus pratique et aussi d'exemples pratiques quant à la manière dont les bases de données internationales fonctionnent, comment est-ce que les réseaux sont créés, et aussi parler de cet accès, de ce libre accès. Alors, comment est-ce que fonctionne le libre accès, justement? Et concernant ces banques de données, et on a eu donc des séances pratiques
en conditions réelles, avec les expériences présentées par différents chercheurs et taxonomistes africains, notamment dans le domaine de l'agriculture. Et ensuite, vers la fin de l'atelier, on a réfléchi à certaines questions importantes. On a parlé des différents forums, et différentes questions évoquées dans les forums de l'ONU. Questions importantes, bien sûr. Et puis, bon, là, nous en sommes encore à la phase de construction, bien entendu, mais il fallait également définir les priorités. Et là, on a eu une séance de réflexion et puis on a mentionné les recommandations. Et voilà, je crois qu'ici, lors de ce webinaire, pardon, on devra également revenir sur les recommandations qui ont été émises à l'issue de ce dialogue. Donc, c'est important de savoir ce qui a été examiné et comment les différents éléments ont été examinés dans le cadre de ce dialogue. Merci beaucoup. Écoutez, vous avez déjà résumé ce que vous avez fait, donc je vais passer au point suivant. Il faut également qu'ensuite nous ayons suffisamment de temps pour la table ronde et aussi pour que l'on puisse poser des questions. Eh bien, maintenant, je donne la parole à Mayer, qui va nous parler de la création et l'utilisation des informations sur les séquences numériques dans la recherche et le développement. Hartmut Meyer. you. I'm here. Well, I'm Hartmut Meyer from the Merci beaucoup. Initiative. Voilà, Was donc present je at the travaille workshop sur and l'initiative de développement des capacités en matière d'APA. we gave a short Lors de input on what we l'atelier, call the nous avons two fait une brève worlds of CSI, présentation the sur creation of CSI out of the genetic resource and the use, and then the large création-utilisation, enfin, l'utilisation des ressources génétiques et du point de vue des négociateurs également. Donc, on va peut-être essayer de passer aux différentes diapositives que je vais vous présenter. On commence bien sûr avec les ressources génétiques. Donc, il s'agit essentiellement d'accès à ces ressources génétiques. Nous savons comment nous allons le faire, bien sûr. Et ensuite, en fonction des compétences des forces des différents pays, en fonction des accords, accord PIC par exemple, ou contrat APA, conditions mutuellement convenues, donc CMC. On va parler d'accès au niveau national et des conditions en matière de partage des avantages. Et puis, pendant la recherche, bien sûr, utiliser les ressources génétiques, ce qui profite au pays d'origine. Donc, il y a le partage des avantages, bien sûr, qui intervient ici. Et la recherche peut inclure l'analyse d'ADN, ARN, protéines, et il peut s'agir en fait de séquences. Et là, on crée de l'information et ensuite, il va falloir savoir ce que l'on va faire, bien sûr, de cette information. Vous pouvez mettre en place des projets de recherche grâce à cette information, parce que vous avez accès aux banques de données internationales. Alors là, ça suppose un contrat qui doit être téléchargé dans ce cas. Pour ce qui est de l'utilisation donc de la banque de données. Parfois, certaines DSI ne comportent pas d'étiquette nationale, même si c'est une obligation.
Donc, c'est un point sur lequel il faut également réfléchir. Ensuite, vous avez ici ces banques de données, l'accès libre. Ils disposent d'une politique d'accès libre, c'est-à-dire que tous ceux qui se connectent sur Internet, peuvent avoir accès à ces banques de données librement, gratuitement, utilisées donc, on peut créer de nouvelles séquences en utilisant les nouvelles technologies, si on le désire. Il y a aussi des banques de données qui ne sont pas directement des données relatives aux sources génétiques. Et ici, l'avantage, c'est qu'on a accès aux nombreuses accessions et un simple utilisateur peut avoir accès à toutes ces accessions, bien entendu. Et on peut encore donner davantage de détails. Cette information est directement accessible et utilisable des fins de recherche. Il peut y avoir un usage commercial ou un usage non commercial en fonction des cas. Et cette recherche donc peut avoir différents résultats, comme cela est expliqué ici. Donc, il s'agit ici donc de cet espace ou ce monde bilatéral et multilatéral de la DSI. Et j'ai parlé de contrat tout à l'heure. Et dans ce cas, les avantages ne sont pas partagés. Et puis, vous avez ici deux tableaux différents, vous voyez. Ici, dans le cadre d'un contrat ABS, eh bien, vous avez les différentes options, une fois de plus, concernant ces conditions bilatérales et multilatérales en matière de DSI. Et donc, là, nous en arrivons justement à ces décisions CBD et PJN, donc sur les systèmes multilatéraux de partage des avantages en matière d'APA. Voilà. C'est ce que nous recommandons, en fait, c'est ce type de schéma que nous recommandons. Voilà, en fonction, bien sûr, des intérêts des uns et des autres. During the workshop, we had a lot of Et discussion. pendant l'atelier, nous avons essayé de définir cet accès ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a beaucoup de participants qui n'ont jamais utilisé ces bases de données et n'ont pas d'idée sur la question. Alors, on a fait un petit exercice pour faire une recherche dans une base de données. Et puisqu'on était au Kenya, en Afrique, on a fait une recherche sur l'éléphant d'Afrique, l'Oxodonta, pour voir s'il y avait des séquences pour le Kenya d'abord. Et puis, on a comparé cette séquence avec l'éléphant d'Asie. Alors, je vais faire cet exercice avec vous. Je crois que c'était intéressant pour les participants de voir comment cela se présente. Alors ici, c'est une base de données, celle du NIH,
Il y en a une en Europe, une aux États-Unis, une au Japon, de ces bases de données qui sont mises à jour tous les jours et on trouve le même genre d'informations. Alors ici, on a utilisé la collection de nucléotides dans ces différentes bases de données. On a mis le nom scientifique de l'éléphant, l'Oxodonta, le nom latin, et puis voilà ce qu'on a trouvé. 76 000 séquences concernant l'éléphant d'Afrique réparties dans le monde entier. Alors on peut mettre Kenya pour préciser. Et là, on aura toutes ces séquences qui auront été téléchargées par des scientifiques à partir d'éléphants du Kenya. 2868 entrées concernant des nucléotides d'éléphants du Kenya. Alors, je vais à la première fois, la première entrée, le comté de Narok. Et voilà comment cela se présente. Alors, vous avez les mêmes informations à chaque fois. Le genre d'animal, des informations taxonomiques, « 599 bases », là, la méthodologie utilisée, le journal scientifique où les résultats ont été publiés, et puis un certain nombre de liens. Ça, c'est la publication qui a été faite. Là, il s'agissait de repérer des cas de braconnage. Alors, vous avez le résumé, puis vous pouvez avoir aussi le texte en entier. Et donc, vous pouvez obtenir toutes ces informations dans toutes ces bases de données. On peut faire un autre genre de recherche pour vous montrer de quoi il s'agit. Là, c'est le séquençage qui a été défini. Alors, vous avez la séquence en question. Et on peut comparer en faisant une analyse BLAST. Alors, vous mettez la séquence en question dans cette case-là et vous faites une analyse BLAST qui va comparer la séquence en question avec les millions de séquences qui existent dans toutes ces bases de données et la recherche en question va vous donner les autres séquences qui sont les plus proches de celles-ci. Voilà le genre de résultats que vous obtenez. Et vous avez les 100 premières séquences qui sont pratiquement exactement les mêmes que celles que nous avons obtenues. Il s'agit bien sûr à chaque fois d'éléphants. Et on peut voir qu'il y a au moins une centaine de séquences qui sont très très proches. Ça, c'est un éléphant d'Asie. Et vous avez même des mammouths
des séquences de mammouths qui sont très proches de celles que nous avons. Voilà comment on peut utiliser ces bases de données sur l'ISN pour identifier quelque chose, une séquence que vous voulez, dont vous voulez savoir de quoi il s'agit. Voilà, je vous ai passé en revue en quoi consistent ces bases de données, comment on peut les utiliser, et je vous ai décrit aussi l'accès ouvert pour que vous puissiez vous rendre compte que si vous avez accès à l'Internet, vous pouvez avoir accès à ce genre d'informations et vous pouvez faire toutes sortes d'analyses sur la base de ces données qui sont disponibles en libre. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire des travaux de recherche ou avoir une utilisation commerciale qui découle de cette recherche. Voilà pour la petite démonstration que j'ai pu vous montrer à propos de ces bases de données, comment elles fonctionnent. Alors, je reviens maintenant à ma présentation. Alors, en plus, Jessica nous a montré ce qu'elle fait. C'est un travail de taxonomie. Alors, elle nous a montré comment on peut utiliser les résultats de ces séquences concernant des geckos, un genre de lézard, et vous pouvez voir que à partir d'une séquence donnée, elle a été comparée avec d'autres et vous voyez que vous avez toutes ces espèces qui sont très proches. Voilà un exemple qu'elle a donné de l'utilisation qu'on peut faire en taxonomie de ces bases de données sur l'ISN. Là, vous avez un autre exemple concernant la sélection des plantes. Et vous avez des plantes qui ont été examinées, qui ont fait l'objet de recherches pour voir si elles étaient résistantes à certains pathogènes. Alors voilà, on a pu se rendre compte qu'il y a des gènes qui sont exprimés ou pas et qui sont liés au phénomène de résistance à tel ou tel pathogène. Et comme ça, vous pouvez rechercher tel ou tel gène dans ces bases de données pour voir si ces gènes sont présents ou pas dans la variété qui vous intéresse, s'ils sont actifs ou pas actifs. Bref, c'est un exemple très concret de l'utilisation qu'on peut faire de ce genre de données. Alors, il y a bien sûr beaucoup d'autres utilisations qu'on peut faire dans le domaine de la sélection des plantes ou autres. Mais ça, c'est une utilisation très pragmatique, très concrète de l'ISN. Voilà, merci beaucoup. J'en ai terminé avec ma présentation. Merci beaucoup, Hartmut. Alors, nous pouvons passer à la présentation suivante qui sera faite par Pierre Duplessis à propos de l'angle politique et scientifique, la perspective politique et scientifique de l'ISN. Alors, cette présentation a été faite le premier jour. Il s'agit de dresser la toile de fond de la discussion et ça a été en deux parties. D'abord, l'aspect scientifique et ensuite les aspects politiques à prendre en considération. Alors, j'ai commencé par examiner les deux aspects de l'ISN que vous a expliqué Hartmut. Ce qui est très important quand on parle de la génétique, c'est une science comparative. Vous allez toujours comparer quelque chose avec autre chose pour pouvoir identifier des aspects intéressants. Lorsque le code
génétique n'est intéressant que par rapport à d'autres. Alors l'implication, c'est que plus vous avez de données, plus vous allez pouvoir faire de comparaisons. Alors c'est très important. Bien sûr, il y a des séquences individuelles qui expliquent par exemple une mutation particulièrement intéressante, mais il faut aussi pouvoir faire des comparaisons avec toutes sortes d'autres séquences. Et parce qu'il y a énormément de séquences dans ces bases de données, qu'il y en a de télécharger tous les jours, essayer de suivre leur origine, de voir d'où elles viennent et comment elles sont utilisées dans le monde entier, c'est très difficile à faire. Et il y a eu un message très clair qui est ressorti, qui est qu'on veut essayer d'éviter la bureaucratie ou les procédures administratives pour avoir accès à ces séquences génétiques. Alors, parce que si on essaie de résoudre un problème très particulier, eh bien, vous ne voulez pas avoir à remplir toutes sortes de formulaires pour obtenir cet ISN. Et en plus, quand on regarde la Convention sur la diversité biologique est à la base de tout, il n'y a pas vraiment de base juridique ou de possibilité réaliste de restreindre l'accès au séquençage qui est déjà disponible ouvertement. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé à Montréal d'avoir un mécanisme multilatéral d'accès et de partage des avantages du séquençage génétique. Mais quand un pays négocie un PIC et un MAT concernant une ressource génétique qui n'existe que dans ce pays-là, eh bien, dans ce MAT, on ne peut pas inclure de dispositions pour que cette information reste confidentielle à tout jamais ou pour une période donnée ou les traiter comme une information nationale exclusive. Et le secteur privé en particulier utilise l'accès ouvert pour justement trouver des séquences qui sont particulièrement intéressantes. Alors, on a cette situation qui existe de l'accès ouvert et il serait éventuellement possible d'exercer un contrôle sur les nouvelles séquences. Mais ce qui est très important de bien voir, c'est que le système existe déjà. Nous avons la collaboration sur le séquençage des bases de données de séquences qui est une collaboration internationale. Vous avez une base de données aux États-Unis, une autre en Europe et l'autre au Japon. C'est les trois grandes bases de données qui sont interconnectées, chacune d'entre elles ayant des possibilités de faire des recherches, d'avoir des outils d'analyse, toutes sortes d'outils d'ailleurs. Et les scientifiques peuvent ainsi travailler en utilisant les données de ces trois bases de données. Alors, maintenir en place cette infrastructure, ça coûte à peu près 50 millions de dollars par an. C'est un financement qui est fourni par les gouvernements des pays où se trouvent ces bases de données. Et tous les jours, il y a des échanges des nouvelles informations. Donc, tout ce qui est téléchargé dans une base de données est immédiatement disponible dans les deux autres. Et c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à quoi que ce soit pour avoir accès à ces informations. Et ce qui est très important aussi, c'est que la base de données américaine n'est pas sous la coupe de la Convention sur la diversité biologique. Ça veut dire que tout ce qui se fait en termes d'accès, tout ce qui est dit en ce qui concerne la CBD ne s'appliquera pas à cette base de données américaine. Il n'y a pas de protection, par exemple, pas d'obligation de partager les avantages, etc. Donc, pour qu'on comprenne bien, en 2002, lorsque cette collaboration a été créée,
c'était très clairement dit que l'accès ouvert était un principe de base. Et cette politique d'accès a ensuite été répercutée sur toutes les bases de données secondaires, disons, qui découlent de ces trois principales. Alors, cet accès libre et sans restriction à toutes les données veut dire qu'on ne dit pas d'où viennent les séquençages. On ne dit pas tel séquençage, par exemple, vient de l'Ouganda à la suite d'un pic ou d'un mat. Et on dit simplement, éventuellement, s'il y a un brevet, que cela existe, mais c'est à l'utilisateur de s'assurer qu'il respecte bien les réglementations. On ne garde pas non plus de traces de l'utilisation qui est faite de ces séquençages. Ces séquences sont disponibles à tout moment par tout le monde et les informations sont complètement ouvertes et librement disponibles. Voilà comment se présente ce système. Il n'y a pas de contrôle d'accès à ces ISN dans ces bases de données. Alors, pourquoi est-ce que les scientifiques vont mettre leurs données dans le domaine public, dans ces bases de données où tout le monde peut les utiliser? Eh bien, d'abord, comme je l'ai déjà dit, parce que pour faire de la génétique, il faut pouvoir faire des comparaisons. Une séquence en soi, ça ne veut rien dire si on ne peut pas voir qu'est-ce qui est semblable, proche, et quelle fonctionnalité a été attribuée à tel ou tel gène. C'est aussi une politique suivie par les journaux scientifiques. Ils ne vont publier aucun article à moins que les données ne soient disponibles librement. Les autres chercheurs doivent pouvoir mettre à l'épreuve ce qui est dit dans l'article. Ils doivent donc avoir accès à l'information. Et puis les institutions de financement demandent aussi que les données soient obtenues par les recherches qu'ils financent soient disponibles librement. Et puis il y a la question de l'éthique scientifique, l'intégrité, la reproductibilité, etc. Alors même si un pays impose des restrictions sur l'accès à telle ou telle information, eh bien, ça ne s'appliquera qu'à ses propres scientifiques, parce que autrement, les informations doivent être librement disponibles. Ici, c'est intéressant de voir que la plupart du temps, les scientifiques des différentes régions du monde, c'est ce qu'on voit sur ce graphique, travaillent plutôt sur des séquences de leur propre région. Alors, ils utilisent celles des autres régions aussi, bien sûr, parce que la biodiversité ne reconnaît pas les frontières. Et puis, il y a aussi le fait qu'en Afrique, les scientifiques africains utilisent surtout de l'ISN provenant de l'Afrique. Mais ils ont quand même besoin d'avoir accès aux données des autres parties du monde éventuellement. Alors à l'heure actuelle, l'Afrique a le plus faible nombre de publications scientifiques dans ce domaine par rapport aux autres régions. Alors, il y a un intérêt à avoir accès à toutes ces données pour que les données que vous créez, que l'Afrique crée par exemple, puissent également être enrichies par les autres. Alors là, c'est une description qui explique comment ces différents aspects de la biologie sont liés les uns aux autres et constituent un cycle. Alors l'intégration de l'ISN permet aux scientifiques de comprendre comment les choses fonctionnent et c'est comme ça qu'on en tire des avantages. Parce qu'il y a beaucoup de points d'entrée dans ce cycle, mais plus il y a de liens entre les différents éléments, plus l'ISN présente un intérêt. Alors, à part les trois très grandes bases de données dont je vous ai parlé,
il y en a encore une cinquantaine qui existent. Le nombre augmente tout le temps. Et puis ensuite, il y a aussi des bases de données secondaires qui sont spécialisées dans certains domaines de la biodiversité. Il y en a à peu près 850. Et puis, il y en a qui parlent des ressources biologiques, pas uniquement de l'ISN. Et puis, il y a les bases de données privées. Mais, bien sûr, les trois principales sont totalement essentielles. 99% des bases de données sont interconnectées aux trois principales de la collaboration. Le financement est en principe public et ils sont utilisés par les universités et les industries. C'est pour des utilisations commerciales, mais aussi pour la recherche dans des domaines qui pourraient éventuellement déboucher sur des utilisations commerciales. L'industrie va télécharger toutes ces séquences dans son domaine d'activité et peut ainsi les avoir à disposition à tout moment. Ici, c'est pour vous montrer que cette intégration est extrêmement complexe. Et c'est ce qui se passe avec l'apprentissage par les machines. Ici, ça n'est que 19 bases de données sur les milliers qui existent. Et voyez combien c'est compliqué avec simplement moins d'une vingtaine. Alors, en plus de tout, vous avez maintenant la fabrication de protéines artificielles par l'intelligence artificielle qui fabrique des protéines qui n'existent pas dans la nature. Alors, il faut aussi bien voir que les scientifiques sont prêts à partager leurs séquences, mais ils veulent être reconnus. Ils ont des besoins de renforcement des capacités, par exemple. Ils doivent avoir accès à des équipements aussi, à du stockage, toutes sortes de besoins. Et au fur et à mesure que la technologie évolue, ils ont besoin de plus en plus de choses. Mais il y a quelque chose qui est toujours très important, c'est que les scientifiques ont besoin d'avoir la possibilité de faire des recherches en collaboration, parce que ça, c'est très important pour pouvoir être connu. Alors, passons maintenant aux considérations politiques. Je crois que c'est très important de bien voir que, comme beaucoup d'autres choses, l'ISN a énormément changé avec les ordinateurs. Et ceci a complètement changé aussi les perspectives de partage des avantages qui étaient basées sur le fait qu'il y avait une souveraineté des pays par rapport à leurs ressources génétiques. Et c'est pour cette raison qu'on en a abouti au troisième pilier de la SBD, le partage juste et équitable des avantages. Mais ça n'a pas marché, ce système qu'on avait mis en place. L'accès et le partage des avantages devait travailler grâce au système bilatéral de PIC et de maths, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects qui sont entrés en ligne de compte, mais l'Afrique a toujours soulevé ce problème. On a besoin de partager ces avantages dus à l'accès, mais aussi au sujet de l'accès qui a déjà été réalisé. Et maintenant, on a un accord de mettre en place un mécanisme international de partage des avantages tirés de l'ISN. Tout cela pour dire qu'on ne peut pas s'en remettre uniquement à la souveraineté sur les ressources nationales d'un pays et d'appliquer ce principe à l'ISN. Il faut avoir un compromis si on veut qu'il y ait un partage des avantages de l'ISN. C'est à cause de la façon dont l'ISN est stocké, créé, stocké, comment se présente l'accès. Et donc, l'accès ouvert a été très important pour l'accord de Montréal.
parce qu'il s'agit de séparer l'accès du partage des avantages. Dans le contexte africain, il est important de garder à l'esprit que l'ISN offre des possibilités pour l'Afrique d'accomplir notre agenda 2063, mais aussi les autres priorités comme la mobilisation des ressources, le transfert de technologies, et le renforcement des capacités. Les responsables politiques doivent voir l'impact de l'ISN sur les connaissances traditionnelles et les droits des agriculteurs. Le point fort de l'Afrique dans la négociation internationale, c'est son unité. Mais dans ce domaine, à l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment de coordination entre les équipes de négociation dans différents forums internationaux. Et c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer. Et pour ce faire, ce serait bien de mieux comprendre les considérations scientifiques qui sont partagées par différents secteurs qui utilisent l'ISN pour permettre aux responsables politiques et aux négociateurs d'obtenir de meilleurs résultats. Alors, quelle est la situation dans les différents forums qui existent? Le plus important, parce qu'il y a l'échéance du mois d'octobre, c'est de mettre au point ce mécanisme multilatéral dans la CDB. Il y a surtout cette question de séparer l'accès par rapport au partage des bénéfices. Il y a aussi la FAO et l'OMS. Et puis, le traité sur la biodiversité au-delà de la juridiction nationale. Et il y a toutes sortes de discussions qui sont en cours et qui continueront l'année prochaine. Il y a bien sûr la COP 16 du mois d'octobre qui est l'échéance la plus proche. L'Afrique a fait une proposition dans cette négociation, 1% d'imposé sur tous les produits de la diversité biologique. Pas seulement ceux qui découlent de l'ISN, ce qui permettrait de mobiliser suffisamment de ressources pour protéger la biodiversité. À mon avis, c'est la seule proposition à l'heure actuelle qui a l'ombre d'une chance de résoudre ce problème. On peut utiliser l'ISN comme premier point pour essayer de faire plus pour la biodiversité, mais il faudra aller plus loin. Cette proposition pourrait également être mise en œuvre et nous verrons d'ailleurs comment cela se concrétise. C'est vrai qu'il faut bien entendu que nous parlions également des partages des avantages non monétaires, du renforcement des capacités, du transfert de technologies, mais pour réussir, il faut que tout cela soit appuyé par tous les décideurs africains, bien sûr, ainsi que les négociateurs, les chercheurs et les parties prenantes. Alors la politique doit être au service de la science et la science au service de la politique. Ensuite, voilà, il s'agit d'autres présentations qui ont fait l'objet également de débats à Nairobi. Par exemple, ITER 9+1, au niveau du partage des avantages ISN convenu dans la décision 15-9 de la COP. Il y a eu également des discussions sur l'APA pour les systèmes ISN à la FAO, à l'OMS, à BNJ, pardon. Et comment est-ce que cela pourrait avoir un impact au niveau de la mise en œuvre. Vous pouvez avoir tous ces détails, bien sûr, en vous référant au compte-rendu de cet atelier. Voilà, désolé, j'ai pris plus de temps que le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup, Pierre. Beaucoup d'informations en très peu de temps. Mais si vous lisez le rapport de l'atelier, bien, vous aurez des informations détaillées, des vidéos également. Vous en saurez davantage. Nous allons passer à la dernière présentation avant de passer à la table ronde.
Et là, on va se pencher sur les recommandations issues du dialogue. C'est Andreas qui va s'en charger. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je vais parler des recommandations issues du dialogue de Nairobi. Diapo suivante. Donc ici, vous voyez, le dernier groupe de travail chargé des recommandations pour que l'on puisse avancer sur la route du multilatéralisme. S'agissant des systèmes de partage des avantages ISN, les recommandations doivent se pencher sur les points de vue, bien sûr, des gouvernements africains, des institutions panafricaines, des négociateurs africains. Et on a proposé également comment on pourrait faire avancer justement ce dialogue sciences politiques en Afrique. C'est vrai qu'il faut également définir les priorités s'agissant des différentes recommandations qui ont été émises. Comme je le disais, faire avancer ce dialogue sciences politiques africains et le faire avancer, bien sûr, au niveau des différents pays africains et du continent dans son ensemble. Alors, les recommandations clés, d'abord, le leadership politique et technique de la part de la Commission de l'Union africaine et de la CMAE, Conférence ministérielle africaine sur l'environnement, pour une meilleure coordination des négociateurs, du groupe de négociateurs africains, notamment s'agissant du calendrier approprié pour organiser, se mettre d'accord sur des positions communes. Ensuite, la CMAE a un rôle à jouer, bien sûr. Et il faut également que les gouvernements nationaux appuient la proposition africaine à la COP16 pour la mise en place du mécanisme multilatéral et le financement du partage des avantages découlant de l'utilisation de l'ISN. Alors, l'une des recommandations, justement, c'est que le dialogue est essentiel et incontournable. Les gouvernements nationaux doivent mettre en place et assurer le financement aux fins de dialogues nationaux entre les secteurs concernés, tels que la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable également de cette biodiversité, l'agriculture, les pêches, les politiques scientifiques, politiques IPR, notamment concernant le TK, et ensuite aussi le dialogue entre les institutions panafricaines impliquées dans les processus de coordination. C'est important. Bon, impliqué non seulement dans la coordination ou les processus de coordination, mais également dans la mise en œuvre des décisions liées à l'ISN au titre de la CDB, de la FAO, de l'OMS et de l'OMPI également, et la nécessité d'assurer une cohérence en matière de position africaine s'agissant des négociations et également d'assurer la mise en œuvre ultérieure au niveau national. Ensuite, j'ai bien entendu sur le fait qu'il était nécessaire de mobiliser des fonds. Il faut un financement pour tout cela. Et les institutions panafricaines
doivent bénéficier justement de ce financement afin qu'elles puissent coordonner, euh, se coordonner durant les processus de négociation au titre des négociations qui auront lieu dans le cadre de différents forums internationaux et afin qu'elles puissent également appuyer la mise en œuvre ultérieure des décisions qui seront prises. Et puis, les différents gouvernements doivent être financés afin que leurs délégations, enfin plutôt non, ce sont les gouvernements qui doivent financer leurs délégations pour faire en sorte que ces délégations soient suffisamment étoffées et suffisamment bien représentées dans les différentes ou les différents processus parallèles de négociation lors de la COP16 de la CDB. Là, vous avez le tableau, le tableau de ces recommandations priorisées. Donc, les recommandations de la part des participants du dialogue sciences politiques en Afrique sur les ISN, notamment pour les enseignements de ce dialogue en Afrique. Ensuite, l'appui à la proposition africaine pour la COP16, fournir des fonds aux négociateurs et ensuite appuyer également les dépositaires des ressources à avoir accès aux fonds à partir, en utilisant le fonds ISN, recenser les différentes parties prenantes concernées, sensibiliser également les décideurs, fournir des fonds, des ressources pour le renforcement des capacités, le développement de l'ISN, les différents points, que faut-il faire au niveau des institutions panafricaines, les recommandations de la part des participants, ce dialogue sciences politiques en Afrique sur l'ISN, donc fournir un leadership dans le domaine des négociations, par exemple, la Commission de l'Union africaine, la CM ou la CMAE, mobiliser des fonds, mettre l'accent sur le dialogue entre les institutions panafricaines, mais pas uniquement, bien sûr. Développer également des programmes africains sur l'ISN, promouvoir une collaboration internationale, justement, et un suivi international, mettre en place des bases de données africaines, encourager, promouvoir le partage d'expériences sur l'ISN et les questions connexes. Ensuite, les différents points qui suivent, c'est que faut-il faire au niveau, ou plutôt que doivent faire les négociateurs africains. Les recommandations donc présentées ici sont celles des participants, une fois de plus, ce dialogue sciences politiques, meilleure coordination, meilleur calendrier également pour se mettre d'accord et organiser ces positions communes, prendre en compte également différentes priorités en matière de développement, etc. Attends, comment faire avancer ce dialogue? On a pensé qu'il fallait d'autres réunions de suivi, justement, car il fallait mobiliser un financement pour la suite, justement, au niveau africain, au niveau national, mettre l'accent sur l'établissement de rapports et faire en sorte que les documents pertinents et nécessaires ou l'information pertinente soit mise à disposition également. Et il faut aussi travailler sur le leadership au niveau panafricain et sensibiliser et améliorer également sensibiliser à la compréhension et améliorer justement cette compréhension quant à la manière dont l'ISN peut être utilisé et peut être créé également et tout cela comme base permettant d'arriver à s'entendre, notamment au niveau des prestataires et des utilisateurs, et également au niveau des décideurs dans les différents ministères et départements gouvernementaux. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Je pense que vous avez eu un excellent aperçu de ce qui s'est passé à Nairobi. Nous sommes maintenant prêts à passer à la table ronde
pour peut-être réfléchir justement, réfléchir à ce qui est ressorti de ce premier dialogue et comment aller de l'avant. Bon, Pierre va animer cette table ronde. Donc c'est Pierre qui va en fait se charger des présentations. Merci, merci Catherine. Merci d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Très rapidement, je vais présenter cela. Alors, vous avez notre collègue qui est du Malawi, le point focal national. Elle a assisté à la réunion de la CDB de l'ANUE également, de l'ANUE, pardon. Elle fait partie du groupe consultatif et elle a travaillé également comme chercheur au Conseil scientifique du Malawi. Elle est diplômée en immunologie, microbiologie et elle est professeure à l'Agence de l'énergie atomique et elle se spécialise sur l'ingénierie génétique notamment. Dr Jessica da Silva est chercheure principale et elle travaille essentiellement sur l'intégration des aspects génomiques dans la diversité biologique. Elle travaille également et édite justement un journal scientifique africain. Et enfin, notre collègue Tiambo s'occupe des fonctions cellulaires. Il met l'accent sur les technologies de reproduction dans l'élevage, la sélection notamment. Et il est le point focal de différentes activités. Il travaille beaucoup dans le renforcement des capacités, et cela dans de nombreuses universités en Afrique. Donc nous avons devant nous beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que beaucoup de négociateurs, en fait, sont également d'excellents scientifiques. Alors, ce qui est important, c'est également ce que nous avons tiré de ce dialogue de Nairobi. Et j'aimerais que chacun d'entre vous, brièvement, nous fasse part de ses impressions et des enseignements de cette réunion. Essayez de voir quels étaient les points qui étaient particulièrement importants peut-être pour vous ou pour votre région. Alors, honneur aux dames, Mfatso, Jessica, Christian et Osama, dans cet ordre. Merci Pierre, merci infiniment. Voilà, donc je vais lancer les hostilités. Alors, l'enseignement de ce dialogue de Nairobi, c'est que d'abord, c'était un dialogue extrêmement important. Et il y a deux points qui m'ont vraiment beaucoup intéressé. D'abord, il faut que ce dialogue se répète. Moi, j'ai participé à la composante de prise de décision, de développement de politique. Et c'est vrai que parfois, il faut répondre aux besoins de la communauté scientifique lorsque nous mettons en place des politiques. Il faut également que l'on sache si les politiques qui sont élaborées ont un impact sur la communauté scientifique. Et moi, le premier enseignement, c'est que il est très important de continuer à travailler avec les scientifiques et les politiques afin que l'on comprenne bien les différents processus, afin que l'on comprenne bien les implications également des politiques que nous introduisons et de leur impact donc sur
le monde scientifique et la manière dont nous fonctionnons. Alors, on parle beaucoup de ce qui se fait dans le domaine scientifique et dans le domaine politique. Alors, quel est l'impact de l'un sur l'autre? Ça, c'est la première chose, le premier enseignement. Et il y a aussi des domaines qu'il importe de renforcer. Alors, le deuxième enseignement, important, ce qui me concerne, c'est quelque chose qui a trait à ce qu'a dit Andreas, le fait qu'il est nécessaire de mettre en place des processus panafricains qui permettent la poursuite de ce dialogue. Il nous faut mettre en place ce processus au niveau africain afin que ce dialogue puisse se poursuivre, afin que l'on puisse se réunir et créer cette plateforme qui nous permettra de nous exprimer, de renforcer les capacités, de dire de quelles ressources nous avons besoin et de définir les méthodes de travail ensemble également, ainsi que les processus. Et c'est vrai que l'important, c'est de vraiment poursuivre ce dialogue. C'est essentiel. Merci beaucoup. Merci. Je suis impatient, en ce qui me concerne, de le poursuivre. Jessica, vos impressions. Alors, dans cet atelier, je ne savais pas à quoi m'attendre, hein, parce que c'est vrai qu'on vous parlait beaucoup de l'ISN et j'étais là pour écouter. Donc, je me suis intéressé aux différents points de vue des différents secteurs, des politiques et également de l'APA, des parties prenantes, de leur point de vue, des solutions envisagées. Mais bon, je crois qu'il y avait différents points de vue, effectivement, et c'était intéressant de voir d'entendre ces différents points de vue. Alors, c'est pas qu'on ne va nulle part, mais c'est vrai qu'il faut mieux communiquer, mieux partager nos expériences et notre compréhension également, et mieux comprendre nos différences, mieux comprendre nos points communs et nos différences. Donc, ce dialogue, c'est important, c'est vrai. Ce qui est ressorti clairement, je crois, c'est que on n'avait pas tous forcément le même point de vue sur l'accès libre aux données, sur les données, sur l'information, mais je pense que se rendre compte que les avantages de l'ISN représentaient un aspect clé, cela a été compris par tout le monde. Et je crois que la grande majorité a appuyé la proposition africaine, même si on n'a pas vraiment débattu ou mis en exergue, mais je pense qu'il y avait un appui général pour cette proposition africaine. Par ailleurs, ceux qui ont participé à ces négociations ou qui participent à ces négociations ont besoin d'appui pour prendre des décisions en connaissance de cause, certes, mais également pour mieux comprendre les aspects scientifiques. Et il faut que les points de vue africains, les opinions africaines soient entendues comme il se doit. Alors, l'Afrique, en outre, doit créer davantage d'ISN, essayer de trouver les voies et moyens pour que cela puisse se concrétiser, bien sûr, toujours dans un esprit de compromis, mais il en faut davantage, en tout cas, davantage d'ISN. Christian, c'est à vous. Yeah, thank you very much, Pierre, and thank you everyone. Merci Pierre, merci à tout le monde. The title said it was the first dialogue, and Comme on l'a dit, c'était le premier dialogue de ce type, un excellent dialogue d'ailleurs. La première chose à faire, c'est de remercier les organisateurs et les participants et les intervenants pour leur engagement à l'occasion de cet atelier qui était très large. On avait les chercheurs, on avait les hommes, on avait les politiques et on essayait de montrer comment la science est importante et on a essayé de montrer aux politiques comment il fallait travailler dans le domaine scientifique pour appuyer le développement des ressources génétiques. L'un des points clés qui est ressorti, c'est que les participants présents ont reconnu qu'il était nécessaire de lancer un appel en Afrique, au niveau panafricain, pour appuyer le groupe des négociateurs africains, afin que ce que font les négociateurs serve au continent. Lors de différentes séances,
simplicity and open À access. l'atelier, on a dit qu'il fallait simplifier l'accès libre pour que ce soit plus facile et pour que tout le monde puisse bien comprendre comment en procéder, bien sûr, sans remettre en cause le droit souverain des différents pays ou des populations autochtones. L'important, c'est d'être cohérent avec cet accès libre, car c'est nécessaire pour la recherche et le développement. Donc, cet aspect est important. Et puis, il y avait beaucoup d'enthousiasme au niveau des décideurs, les décideurs qui ont vu, lorsque nous sommes allés dans les laboratoires, ils ont vu de quoi nous parlions lorsque nous parlions d'ISN et d'accès libre. Et donc, ça leur a permis de mieux comprendre cette problématique. Merci. Osama, voilà. Bon, vous avez l'expérience d'être jeune, ce qui n'est pas mon cas. Alors, quelles sont vos impressions à la suite de ce dialogue? Plusieurs choses. Alors, d'abord, on a parlé de l'accès libre, mais on a bien compris ce que l'on retire de cet accès libre. Alors, c'est vrai qu'il y a une information importante sur les séquences génétiques, donc des données sur les séquences génétiques, mais également sur les différents processus et notamment le savoir traditionnel qui en fait partie et qui concerne aussi les ressources génétiques. C'est quelque chose que tout le monde ne comprend pas forcément. Le savoir traditionnel, c'est l'ISN également. Si vous essayez de voir ce que l'on peut obtenir avec ces séquences en accès libre, c'est pas uniquement des nucléotides ou des séquences de protéines, il y a aussi beaucoup d'autres aspects, la structure génomique, différents types de données, différents types de séquences synthétiques également qui sont conçues dans des laboratoires, différents codes également, des expressions géniques, différents types de structures. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations que l'on peut se procurer en accès libre. Alors, pour ce qui est des séquences, il faut savoir que si vous mettez uniquement les séquences, on gaspille pas mal d'argent, je pense. Moi, je pense que j'appuie la position africaine. Il faut y mettre la totalité des produits en matière d'information. Alors, un exemple, l'industrie pharmaceutique est bien en avance dans tous ces domaines. Il y a beaucoup de médicaments qui sont sur le marché, souvent découlent du savoir traditionnel. Alors, il y a des produits traditionnels qui comportent des propriétés médicinales. Alors, l'environnement marin et le milieu marin également a été étudié pour savoir quels en étaient les micro-organismes et comment on pouvait les utiliser. Mais il y a une tendance à l'heure actuelle dans le domaine pharmaceutique, c'est qu'on essaye le génie génétique pour produire des composés de haute valeur de manière cohérente, de manière régulière en quelque sorte. Pour cela, il faut déjà définir la matière active dans la plante ou dans l'animal qui présente donc ces propriétés médicinales et ensuite en faire la fabrication en laboratoire. Les ressources génétiques comportent différentes matières actives et il y a souvent des composés chimiques qui peuvent être utilisés pour l'industrie pharmaceutique. Ces produits génèrent d'énormes sommes d'argent, d'énormes bénéfices, mais on ne partage pas vraiment les avantages. Je vais vous donner 2 exemples, si vous le permettez. Et on utilise tous l'aspirine. L'aspirine a été isolée à partir du sol pleureur, en fait. C'était en 1828, l'année de l'extraction de ce composé.
En 1999, on l'a synthétisé. Et l'acide que l'on connaît maintenant, qui est contenu dans l'aspirine, ça fait plus de 100 ans que l'on réalise des avantages et qu'on ne partage pas ces avantages. Donc ça, je voulais le signaler. La quinine également, pour lutter contre le paludisme. On utilise l'hydroxyde de chloroquine, qui est en fait un dérivé de la quinine. Ça fait plus de 100 ans, une fois de plus, qu'on l'utilise. On n'a jamais partagé des avantages. Oui, j'en ai quasiment terminé. Non, je pense qu'il faut vraiment établir un lien entre l'ISN et le savoir traditionnel. Le fait qu'il y a ce mécanisme de partage des avantages, il faut absolument appliquer, bien entendu. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup de nous avoir rappelé que c'était un domaine très complexe et que, effectivement, il faut contribuer au développement. C'est vrai qu'il faut renforcer les capacités dans le domaine de l'ISN et il faut également mettre en place et appliquer le mécanisme de partage des avantages en Afrique. En 2 minutes, donc très brièvement, dans quelle mesure est-ce que l'application de l'ISN va bénéficier à l'Afrique et pourquoi? And then take Mpatso, and then Osama, and then Christian will have the last word on that. Oui, je crois que ce serait très bien qu'on puisse avoir un mécanisme pour faciliter la contribution de l'industrie et encourager la responsabilité corporative. C'est comme l'a dit Osama. Dans le dialogue, on a dit qu'il y avait plusieurs industries qui étaient prêtes à apporter une contribution financière si on avait un mécanisme. Alors, ce serait bien d'en avoir un pour le continent africain en tous les cas. D'autre part, ce serait bien aussi qu'il y ait des structures et des mécanismes pour créer un climat de confiance au sein des communautés, pour voir quels seraient les avantages et les meilleurs pour eux, pour comprendre en d'autres termes leurs besoins. Mais il y a un autre domaine qui mériterait une approche coordonnée. Ce serait, comme on l'a dit précédemment, d'avoir plus d'ISN et donc plus d'avantages. Alors, j'aimerais qu'il y ait un accord ou un mécanisme qui permettrait aux pays qui ont des infrastructures limitées d'avoir le séquençage de leurs propres ressources génétiques dans des centres en Afrique et les données seraient partagées avec eux sans que ça leur coûte trop cher. Donc, la bioformation ferait partie de tout cela. Il y a bien sûr des réglementations différentes d'un pays à l'autre, alors il faudrait régler ce problème, mais je crois qu'il y a des possibilités d'avoir une approche mieux coordonnée. Merci beaucoup. La bioinformatique, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Mfatso. Merci Pierre. Je voudrais faire 2 commentaires après Jessica. D'abord, le renforcement des capacités et la coopération scientifique et technique qui mériterait une approche coordonnée. Et ceci pourrait se faire au niveau mondial, au niveau régional ou voire national. Ensuite, deuxième amélioration qu'on pourrait apporter, comment s'assurer que les différents instruments soient bien appliqués. Si on avait une approche coordonnée quant à la mise en œuvre de ces mécanismes, surtout au niveau national, ce serait très avantageux, surtout pour réduire la bureaucratie, mais aussi pour pouvoir mettre au point des législations appropriées ou des outils qui permettraient à cette mise en œuvre de se faire. Le renforcement des capacités et la coopération scientifique et technique bénéficieraient d'une approche coordonnée. Il y a eu des suggestions de fait déjà
pour voir comment ceci pourrait être renforcé grâce à des mécanismes déjà existants sur le terrain. Il faut bien voir, pendant le dialogue, on a les questions des traités, par exemple celui de l'OMS et d'autres aussi, d'autres instruments APA qui sont mis au point, mais au niveau national, on aurait besoin d'une meilleure coordination pour avoir une véritable application de ces instruments juridiques. Merci. Oui, le renforcement des capacités est toujours très important. Alors, Osama, maintenant, je crois qu'il faut bien voir que l'Afrique doit parler d'une seule voix. Quand on aura une vraie vision de ce qu'on veut, quand on parlera d'une voix vraiment unie, à ce moment-là, on aura un impact plus fort sur la négociation et on pourra mieux l'influencer à notre avantage. Il faut avoir aussi un point de vue général, holistique, parce que souvent, l'approche sectorielle nous a coûté cher et ça ne marche pas parce que vous avez des informations qui peuvent être utilisées, l'ISN qui peut être utilisé dans l'agriculture ou dans la médecine, etc. Pour l'ISN, ce serait vraiment important de regagner le terrain perdu, essayer d'avoir une approche commune pour mieux protéger la nature. Il faudra aussi se concentrer sur les questions d'éthique, parce que beaucoup de ces ISN ou des ressources ont été exploitées avant la CBD, avant le protocole de Nagoya, et l'Afrique a perdu l'accès à ces ressources génétiques. Alors, il faudrait se concentrer sur les questions d'éthique, sur assurer une utilisation durable et ainsi avoir un meilleur instrument pour protéger la biodiversité. Il faut aider les pays en développement et les pays développés à protéger cette biodiversité pour que tout le monde puisse avoir à y gagner. Je crois que c'est très important de le dire. Merci beaucoup. On devrait pouvoir se mettre d'accord, j'espère, à la Convention sur la diversité biologique, sur l'importance de bien la protéger. Christian, merci. Osama, vous avez parlé d'une situation où tout le monde a à y gagner. C'est très important. Et puis, il y a aussi l'aspect renforcement des capacités et l'importance du partage des avantages non monétaires dans le cadre du renforcement des capacités, sans pour autant oublier, bien sûr, les avantages financiers qui devraient découler de tout ce que nous faisons. Je voudrais donner un exemple. Suite à ce qui a été dit par Léa et par Hartmut sur l'importance de l'agenda 2063 de l'UA. Un élément clé de cette transformation de la subsistance en Afrique est justement la capacité à adapter et à utiliser les biotechnologies. Ceci veut dire une capacité de produire de l'ISN, comme l'a dit Jessica, mais aussi la capacité à utiliser cette biotechnologie. Ça, c'est très important pour nous. Nous avons besoin, en effet, de toutes ces capacités, de tous ces avantages pour pouvoir utiliser cette science que nous avons créée et pour atteindre l'objectif de l'agenda 2063. Et quand on parle de l'ISN, de l'APA, de la CDB, on parle de conservation. Comment s'assurer que les avantages reviennent aux populations pour protéger cette biodiversité. Ces communautés, c'est eux qui sont les gardiens de la diversité biologique. Alors, est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut les aider grâce à la science et la technologie dans tout ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour s'assurer que le système multilatéral descende bien jusqu'au niveau le plus bas pour permettre de bien en comprendre l'intérêt? Je crois que nous devrons
faire en sorte que ces avantages descendent bien jusqu'à ces communautés. Alors, moi, j'ai regardé le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur tout ce qu'on a vu dans le chat? Oui, il y a beaucoup de questions qui ont déjà trouvé une réponse directement dans le chat. Swell, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Oui, les membres de la table ronde ont déjà répondu à certaines de ces questions. Mais il y en a une quand même, une question dont on a parlé à Nairobi longuement, et ce serait utile de dire dans ce webinaire ce qui a été dit à Nairobi. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une définition pragmatique et puis aussi d'un champ d'application de l'ISN? Je reviens sur ce qui a déjà été dit par certains, l'information, les données. On a parlé de certains aspects et à Nairobi, on a approfondi la question et peut-être qu'on devrait poser la question à nouveau. Est-ce que ce serait utile ou non d'avoir une définition de l'ISN? Merci, Swell. Qui veut répondre à cette question de la définition? Eh bien, travailler à une définition, ça nous ferait perdre notre temps parce que ce qu'on veut, on veut commencer à créer des avantages. Si on continue à parler d'une définition, on va perdre 10 ou 20 ans avant de se mettre d'accord, alors que la science évolue très très vite et donc la définition est particulièrement difficile. Quelquefois, pour des considérations juridiques, ça présenterait un intérêt, mais je crois que du point de vue stratégique, il faut bien voir s'il y a suffisamment d'avantages. Quand on parle des produits pharmaceutiques, des OGM, et si vous avez suffisamment d'avantages pour protéger la biodiversité, vous n'aurez pas besoin d'avoir des systèmes très compliqués. Donc, ça dépend des avantages que vous arrivez à créer. La position de l'Afrique est d'avoir 1% de tous les produits de la biodiversité, ce qui permettrait d'avoir un système facile à vérifier. Il y a deux questions importantes que je voudrais soulever. D'abord, il faut mieux utiliser le centre d'échange de la CDB parce qu'on a déjà une base de données en ce qui concerne la bibliographie aussi sur toutes ces informations. Alors, ce qu'on pourrait faire, si on pouvait renforcer ces bases de données pour avoir plus de séquençage, plus d'informations, vous pourrez garantir l'accès ouvert et puis vous pourrez voir aussi comment l'accès a été réalisé. Et en plus, vous pourrez demander à ceux qui ont accès à cette information de vous dire comment ils l'ont utilisée. Par exemple, si vous avez utilisé ces séquençages pour faire des publications, eh bien, dites quel genre de recherche vous avez fait. Et dans le cadre de la Convention, on pourrait suivre ces informations et partager aussi les avantages non monétaires. Les centres d'échange, à mon avis, ont un rôle très important à jouer. Merci. Oui, les avantages non monétaires permettraient justement de voir comment le séquençage est utilisé. Est-ce que vous avez des idées sur cette question de la définition? Est-ce que c'est une perte de temps ou pas? Parce que la proposition africaine pensait que si on se concentre sur les produits vendus, à ce moment-là, dans le commerce de détail, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'une définition. Et est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. On peut aussi passer à autre chose.
Je crois qu'Osama et vous-même avez fait le tour de la question. Il faudrait ne pas nous perdre dans les détails de cette définition. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci. Swell, est-ce qu'il y a d'autres questions à poser aux panélistes? Oui, il y a une autre question aussi qui s'adresse peut-être plus aux scientifiques qu'aux négociateurs. Il s'agit de dire que l'un des avantages monétaires que l'Afrique, non monétaire, pardon, que l'Afrique peut envisager, c'est d'avoir notre propre base de données africaine pour notre propre ISN sur les ressources génétiques de l'Afrique. Est-ce que ça présente un intérêt ou pas? Qu'est-ce que les scientifiques en pensent? Oui, c'est une question intéressante. Je vais demander à Christian de répondre parce que lorsqu'on est allé voir votre laboratoire pendant l'atelier, ce qui m'a intéressé, c'est de voir le volume de données que cela représente. Je n'ai pas posé la question sur le moment parce qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais est-ce que toutes ces données restent chez vous ou bien vont dans ces bases de données internationales accessibles à tout le monde? Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée, justement, d'avoir une base de données africaine? Et est-ce que cette base de données africaine sera ouverte aux scientifiques du monde entier ou pas? Merci. Alors, la façon dont nous faisons l'acquisition et le stockage des données, il y en a qui sont dans des bases de données internationales, mais nous avons aussi des serveurs. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire au plan interne à ILRI, en collaboration avec nos partenaires qui peuvent avoir un accès contrôlé à ces données dont nous disposons, les échantillons, les données que nous avons. Il peut savoir exactement ce que nous avons, mais il faut aussi bien voir que la plupart des investisseurs ou des bailleurs demandent un accès ouvert à tous les résultats de la recherche qu'ils financent. Tout cela pour vous dire ce que nous faisons dans nos instituts de recherche et comment on peut aussi aider les systèmes nationaux. Par exemple, nous travaillons avec l'Institut de recherche en agriculture du Kenya. Mais il faut voir aussi le coût que constitue la maintenance de ce genre d'infrastructure. Pierre et Hartmut, dans leur présentation, ont parlé du coût de l'entretien de ces bases de données internationales, 50 millions de dollars par an. Alors, une base de données africaine, ce serait une bonne idée, ce serait important, mais est-ce que c'est bien ce dont on a besoin tout de suite? Et est-ce qu'on a la capacité d'entretenir une telle base de données, de la financer? Il y avait l'initiative du binôme africain qui devait renforcer les capacités en Afrique, créer des données, former les jeunes à l'utilisation de ces données, etc. Mais très vite, il y a eu la question des ressources humaines, des capacités, des ressources financières à le faire qui s'est posée. Et on n'a même pas pu faire le séquençage d'espèces endémiques qui nous intéressaient dès le départ. Alors, il faut voir les tenants et les aboutissants. Il faut voir si on a vraiment la capacité à le faire de façon efficace. Peut-être que ce serait le genre de projet à envisager dans le moyen terme. Oui, dans le même ordre d'idées. La question, c'est qu'il faut établir des priorités parmi vos besoins.
étant donné que les fonds sont très limités. Notre première priorité en Afrique, c'est sûrement de pouvoir utiliser le séquençage pour produire des avantages et des bénéfices. Parce que la technologie d'une base de données est obsolète en 1 an ou 2. Pour les ordinateurs, il faut la sécurité, etc. Et vous allez gaspiller beaucoup d'argent à faire ça. Alors, si vous avez ces données et si vous ne pouvez pas extraire l'information ou fabriquer des produits sur la base de ces informations, ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser votre base de données. Ce que vous voulez, c'est utiliser les données pour produire des avantages. Alors, une fois que vous êtes bien rodé là-dessus, vous pouvez envisager votre propre base de données et essayer d'avoir plus d'informations pour créer plus de produits. Mais il faut commencer par le commencement, commencer par créer des produits à partir de ce qui est déjà accessible pour améliorer vos économies. Merci beaucoup. Alors, on allait avoir des conclusions et des synthèses et je crois que vous nous avez donné un excellent résumé de la marche à suivre. Alors, je vais maintenant demander à Jessica de dire la même chose, de donner ses remarques de clôture. Après Christian et après Mfatso aura le dernier mot. Merci, Jessica. Oui, très brièvement. Le dialogue a été très enrichissant et ce serait bien d'avoir des perspectives différentes de la part du champ d'avantages qui existe, dont on a besoin au niveau communautaire, au niveau national en Afrique, voir quels sont les avantages qu'on aimerait tirer pour avoir une idée de ce qu'on devrait faire. Christian. Oui, pour moi, la marche à suivre, c'est d'envisager les recommandations de ce premier dialogue sur la science et la politique et voir ce sur quoi on peut se baser pour avancer et comment on peut aboutir à une position commune au sein du groupe des négociateurs africains pour pouvoir faire de bonnes propositions d'une voix unique pendant la prochaine COP qui se tiendra dans quelques mois. Et puis aussi, comment faire que les responsables politiques appuient l'initiative, l'APA, et comment la mettre à profit au mieux. Merci beaucoup. Mfatso. Peut-être plus d'une perspective politique de votre côté. Alors, pour conclure, je crois que pour l'Afrique, nous avons une opportunité qui s'offre par ce débat, une opportunité de mobiliser des ressources si on peut le faire, une possibilité de renforcer les capacités si nous avons la possibilité de mettre en place les mesures appropriées. On pourra ainsi aussi renforcer la coopération scientifique et technique parce que nous devons voir quel est le mécanisme le plus adapté pour nous. Alors, continuons à travailler ensemble. Essayons de façonner une position commune. Nous aurons besoin de tout l'appui possible de l'UA, du NEPAD, des partenaires comme l'initiative de l'APA, pour que nous puissions trouver le moyen de faire valoir cette position commune et que nous puissions travailler de façon coordonnée au niveau de la mise en œuvre lorsqu'on en sera là. Alors, ne nous perdons pas dans les détails. Il y aura toujours, bien sûr, des détails à régler, mais il faut quand même avoir une perspective plus large pour obtenir, au bout du compte, ce que nous souhaitons. Merci beaucoup. Merci Mfatso et merci à tous les autres.
je vais faire un commentaire rapide sur la question posée par Odette, qui a parlé de l'importance de reconnaître les connaissances traditionnelles lorsqu'on envisage les avantages à tirer de l'ISN. Eh bien, c'est pour ça que dans la proposition africaine, nous avons dit que les communautés locales et autochtones seraient au premier rang lorsqu'il s'agira de recevoir ces avantages. Et ça a été également reconnu comme un principe directeur à la COP 16. Alors nous sommes bien conscients du fait qu'il y a cette nécessité d'aider les communautés sur le terrain parce qu'ils détiennent ces connaissances traditionnelles et ils sont les gardiens de la biodiversité. Merci à tous les membres du panel, merci à tous les participants et je rends la parole à Catherine pour la clôture. Merci beaucoup, Pierre. Merci tout le monde. So, thanks everyone for this rich discussion. Merci à tout le monde de cette discussion très enrichissante, de tous vos commentaires et vos contributions. Je voudrais vous dire au revoir, mais je vais donner la parole à Hartmut pour ses remarques de clôture. Merci. Merci, Catherine. Pierre a répondu à certaines des questions. J'aimerais pour commencer remercier tous les participants à ce webinaire, vous remercier de tous vos commentaires. On n'a pas pu, bien sûr, traiter de tous ces commentaires, mais lorsqu'on en vient aux commentaires comme celui d'Odette ou Nganga, par exemple, nous allons bien voir comment les CAL peuvent tirer avantage de ce mécanisme et quel est le lien justement entre l'accès et le partage des avantages et où se situent au milieu de tout cela les connaissances traditionnelles par rapport à l'ISN. Alors, merci beaucoup de tous ces commentaires et ces questions. Ceci va enrichir beaucoup notre travail. Je voudrais remercier tous les membres du panel de leur contribution et remercier également tous les participants au dialogue de Nairobi en avril, qui a été un événement extrêmement plein d'enthousiasme. Nous aimerions remercier ILRI qui nous a accueillis très généreusement et nous les remercions aussi de la visite de leur laboratoire où ils ont montré comment se fait le séquençage et comment ils aident les services de santé nationaux. Ceci a été très intéressant. Nous avons pu voir ainsi tout ce qu'ils font dans leur laboratoire de Nairobi. Je voudrais remercier aussi la commission de l'Union africaine qui a été le co-hôte de cet atelier. Et il y a eu beaucoup de demandes d'appui de la part de l'Union africaine pour tout ce qui concerne l'ISN, mais aussi sur la façon dont on pourrait aider l'Union africaine à accomplir l'agenda 2063. Alors, nous aurons d'autres événements jusqu'à la COP de Cali, où l'ISN sera discuté et j'espère qu'on parlera longuement de ce mécanisme de partage des avantages. Alors, nous aurons d'autres webinaires sur le sujet. Et puis, toutes les présentations de ce webinaire et les enregistrements seront disponibles sur notre cybersite. Vous voyez le lien ici à l'écran.
et vous trouverez tous les renseignements sur nos activités à venir. Alors, je remercie tous les participants qui se sont joints à nous aujourd'hui. Et avant de nous quitter, on vous demandera de remplir un formulaire d'évaluation et c'est très important pour notre projet. Et comme ça, nous pourrons mieux vous servir grâce à cette évaluation. Je voudrais maintenant prononcer la clôture du webinaire en remerciant tout le monde et j'espère que nous vous reverrons très bientôt à un autre événement. Merci et au revoir.